Bonjour à tous, Maxime Picard, plateforme Tipeee. Nous, la plateforme Tipeee, on est basé à La Rochelle. On a été retenu sur ce projet par la FFP Grand Est en tant que consultant. Notre rôle, c'est d'accompagner tous les acteurs du projet, que ce soit d'abord la maîtrise d'ouvrage, ensuite la maîtrise d'œuvre et enfin les entreprises. Donc ce projet d'avenir porte sur deux projets de logement dans le secteur de Reims. Un projet de Foyer et moi et un projet de Pluriel. Et donc notre accompagnement sur ces deux projets, comme je le disais, c'était pour tous les acteurs. Une première partie qui était l'animation du groupe de travail à maîtrise d'ouvrage. Donc on est arrivé et les maîtrises d'ouvrage se lançaient tout juste, c'était leur premier projet en BIM. C'est des maîtrises d'ouvrage qui n'avaient pas encore entamé tout juste des démarches de réflexion sur la question de la maintenance, donc c'est des choses qui sont en cours. Et donc on a commencé par une petite formation pour ces maîtrises d'ouvrage-là, et on les a aidés à mettre en place leur cahier des charges. Alors, pour expliquer rapidement, dans un projet BIM, il y a trois documents en fait souvent sur un projet. Il y a le cahier des charges, la charte BIM et ensuite la convention BIM. Le cahier des charges, c'est ce qui définit les attentes de la maîtrise d'ouvrage sur un projet particulier BIM, donc le contenu des maquettes, etc. La charte BIM, c'est une réflexion plus globale au sein de la maîtrise d'ouvrage pour harmoniser l'ensemble de ces projets sur la question du BIM. Et la convention BIM, donc c'est l'organisation, le processus d'organisation de la maîtrise d'œuvre pour répondre justement à ces demandes. Donc on a aidé la maîtrise d'ouvrage à mettre en place cette réflexion-là au cahier des charges. Et ensuite, nous étions en accompagnement des maîtrises d'œuvre qui étaient déjà retenues lorsque nous sommes arrivés, donc que je présenterai ensuite. Et puis, tout au long du projet, nous étions là pour faire l'analyse des maquettes, pour pouvoir suivre le bon respect des cahiers des charges mis en place par la maîtrise d'ouvrage, par la maîtrise d'œuvre. Et puis aussi un rôle d'assistance technique auprès des maîtrises d'œuvre sur la question de l'export. On a beaucoup utilisé le format IFC qui vous a été un peu expliqué par l'intervenant précédent, qui est le format d'échange entre les logiciels. Et également aussi une assistance technique auprès des maîtrises d'ouvrage pour pouvoir lire, pour pouvoir aller chercher des informations au sein des modèles qui étaient livrés par la maîtrise d'œuvre. Et ainsi qu'une assistance lors des réunions de synthèse, donc les réunions de synthèse lorsqu'on superpose toutes les maquettes. Et la dernière partie de cet accompagnement, c'est l'accompagnement des entreprises qui débutent tout juste sur un des deux projets dont le chantier vient de commencer. Donc cet accompagnement-là, les entreprises démarrent par une mise à niveau d'une formation de toutes les entreprises, et puis ensuite un accompagnement à la fois tout au long du projet sur le suivi des échanges documentaires, la mise à jour de la maquette pour la maîtrise d'œuvre, et puis également en fait un accompagnement par entreprise, sur une montée en compétence sur une utilisation de la maquette, une ou plusieurs utilisations. L'idée n'étant pas de monter toutes les entreprises, quel que soit leur métier, sur tous les domaines, mais d'avoir un accompagnement précis en fonction de leur métier. Alors, les deux projets, donc le premier projet, Silériculture à Reims, qui est une déconstruction-reconstruction de plusieurs logements, 9 maisons, 26 collectifs, un projet du Foyer et moi. Alors ce projet-là, aujourd'hui, il est en phase APD, donc on est encore en conception. Et puis le deuxième projet, donc le projet Kléber de Pluriel, une construction de 30 logements collectifs. Alors, le projet Silériculture, des collectifs et des maisons individuelles. Sur ce projet-là, on avait en tant que maîtrise d'œuvre P+S, donc un cabinet de Reims, qui travaillait sur Vectorworks. Alors là, je vais
logiciel parce que c'est cet environnement logiciel qui fait qui nous donne les problèmes sur lesquels on va devoir travailler dans un projet. Donc le P++ travaille sur Vectorworks, et puis Jimco qui faisait les maquettes structure, qui fait les maquettes structure et fluide sur Revit. Dans ce cadre-là, on a forcément travaillé en échange avec le format IFC, ce qui a posé plusieurs questions en termes de structuration des données qui sortaient notamment de Vectorworks, ce que je vous expliquerai juste ensuite. Ce format IFC, c'était aussi le format de communication avec la maîtrise d'ouvrage, qui donc lisait via des viewers gratuits, exploitait cette maquette-là en suite projet, et l'exploite aussi aujourd'hui. Alors, les difficultés rencontrées sur ce projet-là, pour l'architecte, c'était son premier projet BIM, donc ce qui était l'objet de l'expérimentation, et c'était surtout vis-à-vis de son logiciel Vectorworks, sa première utilisation pour la création de projets en 3D. Et pourquoi je précise ça? C'est un logiciel qui les utilisait depuis longtemps, mais pour la création de 2D classique, en utilisation en termes de table à dessin, comme en AutoCAD. Et ça, c'est une situation qu'on peut rencontrer avec des logiciels comme Vectorworks, mais aussi Archicad, des logiciels qui sont implantés depuis longtemps dans les cabinets d'archi, qui sont parfois utilisés pas pour la production de maquettes 3D, et encore moins pour l'échange. Donc on a rencontré quelques problèmes à l'export de ces maquettes depuis Vectorworks. Alors on avait des absences d'espace. Alors dans les maquettes, les espaces, c'est un objet très important pour l'exploitation. Il y a beaucoup de données qui sont reliées aux espaces. Dans les maquettes, en fait, les espaces, eh bien, cette pièce, c'est un grand volume qui va nous donner des informations déjà sur sa surface, sur les revêtements, etc., sur la surface des fenêtres, sur tout un tas de données, et on n'avait pas ces données-là qui sont importantes pour la maîtrise d'ouvrage notamment. Et on avait tout un tas d'objets non exportés, les menuiseries, etc., etc. Et pourtant, ces éléments-là étaient dessinés par l'architecte. Donc on a dû chercher aussi pourquoi ces choses-là ne fonctionnaient pas. Il y avait beaucoup de problèmes qu'on rencontrait qui étaient dus en fait à des habitudes de dessin, qui fonctionnaient très bien en 2D, et puis en fait qui n'étaient pas du tout compatibles avec l'export et la création de volumes 3D. Et donc ça, c'est des choses, en fait, des essais-erreurs, des échanges qu'on fait pour tester toutes ces problématiques et les résoudre au fur et à mesure. Et puis on avait après, donc la deuxième partie, c'est l'import de ces maquettes dans Revit par Jimco, donc avec des temps d'intégration très très lourds, donc des maquettes qui n'étaient pas forcément en termes de volume très lourds, mais qui avaient beaucoup de mal à s'ouvrir, et puis beaucoup de décalage d'éléments, voilà. Donc ça, c'est des problèmes qu'on rencontre plus ou moins. Sur ce projet-là, c'était des problèmes très très importants, on a mis du temps à les résoudre. Et donc, c'est des éléments d'essai-erreur, la difficulté étant que à chaque nouveau projet, à chaque nouvelle situation, on doit retrouver souvent les biais pour que ça fonctionne bien. Le deuxième projet, le projet Kléber, donc là, c'est un bâtiment de 2 plots qui sont reliés par un parking commun. Et là, on est dans une situation différente, puisque que ce soit l'architecte ou que ce soit le bureau fluide, donc Giovanni Pache pour l'architecture et le TNR pour les fluides, ils étaient sur le même environnement, sur Revit. Donc, ça résolvait au moins les problèmes d'échange entre les deux parties en utilisant le même logiciel. Pour autant, on a rencontré certaines problématiques, alors forcément moins lourdes, du fait de cette utilisation d'un format commun. Et de toute façon, on avait l'export au format IFC pour communiquer avec la maîtrise d'ouvrage. Donc on avait encore des problématiques d'éléments parfois qui manquaient, typiquement au début des espaces, ce genre de choses. Alors sur ce projet-là,
Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu au début une double saisie, parce que le cabinet d'architecture a commencé son projet en 2D et a ressaisi en fait une deuxième fois son projet sur Revit, ce qui a été assez lourd pour lui, puisque c'est un double travail. Donc en termes de temps, ça a été quelque chose d'assez complexe, mais il vous en parlera mieux que moi. Donc c'est un temps important. Et puis, ce qui avait de particulier sur ce projet-là, mais quelque chose d'assez typique qu'on rencontre sur les projets en BIM, c'est la problématique des deux plots. Donc, deux plots avec un parking commun, et puis il y avait une différence d'altimétrie de 80 cm entre chaque plot. Et ce sont des choses toutes bêtes, mais quand on raisonne en termes de maquette numérique, le projet va se structurer par niveau. Et en fait, lorsqu'on va avoir un même rez-de-chaussée, mais avec des altimétries différentes, en termes d'export des objets et de l'attribution de ces objets aux différents niveaux, on va rencontrer des problématiques. Alors, la solution qui est parfois prise, c'est de séparer, en fait. C'est tout simplement de faire deux projets qui sont reliés. Et après, il y a toujours la question de la gestion du parking. Pour l'architecte, ça peut être jouable. Mais pour les fluides, c'est plus compliqué, parce que les fluides, il y a tout un tas de fluides qui passent au niveau du parking entre les deux bâtiments et qui sont compliqués à gérer si on gère ça en deux projets. Donc voilà, ça a posé d'autres questions qui étaient intéressantes à résoudre, donc, à résoudre ou à ne pas résoudre d'ailleurs, parce que en l'occurrence, une fois que les modèles sont complètement montés, c'est difficile de restructurer totalement un projet, de tout ressaisir. Donc il y a aussi des choix où on fait au mieux en fonction des choix qui ont été pris et on s'arrange comme ça. Et puis donc on avait sur les exports des maquettes IFC, donc des projets classiques qu'on rencontre sur tous les projets qui ont été résolus au fur et à mesure, donc des problèmes de découpage de niveau et puis certains problèmes d'objets flottants qui en fait lorsqu'on dessine sur son logiciel on ne voit pas et puis on exporte par défaut et puis on ne se rend pas compte qu'on envoie plein de choses. On envoie tous les objets qu'on a dessinés, qu'on a masqués, etc. Donc on avait ces éléments-là sur ce projet. Alors, je suis allé un peu vite, donc il y aura peut-être des questions ensuite. Sur les enseignements, donc là, les enseignements aujourd'hui sur la phase conception, parce que le chantier vient juste de démarrer, donc on n'a pas encore les retours sur la phase chantier. Il y a une question qui est importante, c'est la maturité des logiciels vis-à-vis des échanges au format IFC. Le format IFC, donc c'est un format qui est libre de droit et qui est porté par une association internationale qui s'appelle Building Smart. Et les logiciels, en fait, ils ont lancé des certifications en import et en export sur ce format-là. Et tous les logiciels ne sont pas encore à la même degré de maîtrise sur ces échanges-là. C'est ce qui a expliqué qu'on a longtemps bataillé pour Vectorworks, même si les choses se sont améliorées et que Vectorworks a fait des progrès vis-à-vis de son utilisation du format IFC, mais aujourd'hui, les échanges, les qualités d'échange ne sont pas harmonisées, ne sont pas au même niveau, et on passe beaucoup de temps en fait à trouver les biais pour pouvoir faire fonctionner ça. Mais ça fonctionne quand on prend le temps. Il y a une montée en compétence des maîtrises d'œuvre aussi sur les logiciels, qui est une vraie question. En fait, il y a un vrai temps d'appropriation des outils, et il y a un vrai temps aussi de réflexion en interne, que ce soit pour les architectes, mais pour les bureaux d'études, c'est la même chose, de structuration de la donnée en interne, des échanges en interne, pour être efficace. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on met beaucoup de temps et d'énergie sur les projets à régler ces choses-là, c'est aussi que les choses ne sont pas figées. C'est-à-dire qu'on met beaucoup de temps à remettre les processus en cours en fonction des projets. Et pour l'instant, les architectes qui sont sur les premiers projets n'ont pas leurs processus qui sont calés en interne. Et donc, pour eux, c'est beaucoup d'énergie sur les
premier projet. Mais lorsqu'ils prennent le temps de se structurer, c'est déjà beaucoup plus simple, et c'est là qu'ils vont trouver le gain. Pour la maîtrise d'ouvrage, c'est un peu la même chose, c'est aussi la nécessité de charter son processus BIM, et donc c'est de bien spécifier en fait ses attentes. Alors, pour la maîtrise d'ouvrage, elle a deux temps en fait d'utilisation de la maquette. Elle a le suivi de projet, où là, globalement, ça va être du suivi de qualité de la maquette et de l'utilisation de la maquette pour vérifier que la conception se déroule bien. Les maîtrises d'ouvrage pour parler à la place sur ce sujet-là. Et puis, la deuxième chose, évidemment, c'est l'exploitation de la maquette. Et l'exploitation, c'est essentiel pour la maîtrise d'ouvrage, aussi pour définir son attente vis-à-vis de la maîtrise d'œuvre. Parce que sur les projets qui sont lancés, alors c'est de moins en moins le cas, heureusement, mais les premiers projets qui étaient lancés, c'était simplement, on veut du BIM. Et on veut du BIM, ça peut être ça peut être ça, ça peut être énorme. Ça peut être simplement, je veux récupérer un bâtiment simple avec mes surfaces pour pouvoir exploiter dans très simplement mes surfaces et quelques équipements. Ou ça peut être, je veux utiliser, comme sur le projet Palestra, je veux utiliser vraiment pour faire de la synthèse poussée en chantier. Et donc là, l'exigence est bien plus élevée. Et donc, c'est cette demande qu'il faut bien cadrer de la part des maîtrises d'ouvrage. Et un dernier enseignement, mais là qui est un enseignement plus global en termes d'environnement BIM, c'est plus globalement ce qui manque aujourd'hui, mais heureusement les travaux vont dans ce cours-là, vers ça, c'est une normalisation des échanges. Alors, ça rejoint un peu tout ce que j'ai dit, mais à un niveau plus global, c'est aujourd'hui en France on n'a pas de classification propre partagée par tous. Il n'y a pas de définition normée vraiment de l'attendu du contenu des maquettes et qui serait partagé, accepté par toutes les professions. Donc aujourd'hui on passe beaucoup de temps en fait à refaire sur mesure pour chaque projet, en fait, tout l'environnement à la fois à la demande et puis le processus en face pour répondre à cette demande-là. Et donc ça, c'est quelque chose, forcément, c'est des expérimentations. C'est là aussi tout l'intérêt, c'est de voir tout ça. Mais c'est quelque chose qui devra nécessairement, enfin, à mon avis, on devra nécessairement aller vers plus de normalisation si on veut pouvoir pérenniser et surtout si on veut pouvoir retirer vraiment tout le potentiel de ça. Voilà. Merci. Comme tout à l'heure, quelques premières questions à Maxime, pour celles et ceux qui le souhaiteraient, qui ont des compléments. Non, toujours actif. Non, je me suis intéressé sur le thème. Alors, j'ai une question sur le BIM for Value. Donc, en fait, ce serait aller vers. Alors, est-ce qu'on peut faire le parallèle aller vers, comme une certification HQE liée pour le domaine de l'environnement et la transition environnementale. Là, ce serait aller vers une certification en fait du management BIM, visiblement, du BIMage, comment dire, du projet. Pour les tenants, ce serait un outil partagé, essentiel définissant les règles de collaboration et de livrable à tous les stades de vie du bâtiment. Est-ce que ça vous paraît une bonne chose, donc, sachant que beaucoup d'acteurs du bâtiment sont un peu réticents à cette certification? Alors, je peux vous répondre sur le principe que j'ai pas eu accès au contenu de BIM for Value. En fait, la question c'est est-ce qu'il faut aller vers une certification des acteurs? Est-ce qu'il faut aller vers une certification des projets? C'est pas la même chose. Sur la certification des projets, je pense que ce serait sans doute un frein en fait, dans un premier temps. Sur la certification des projets et sur quelle base surtout. Sur la certification des acteurs,
Ça peut être une bonne chose, notamment pour clarifier les rôles, et notamment le métier de BIM manager, qui se dessine au fur et à mesure des années, mais dont le rôle n'est pas forcément clair, dont le principe de rémunération n'est pas toujours aussi clair. Donc voilà, c'est quelque chose de complexe. Et après, donc là, sur BIM.lu, j'ai notamment vu qu'il y avait l'UNSPA qui s'était insurgé contre cette démarche-là, ce qui peut se comprendre parce qu'il y a effectivement beaucoup de normes qui s'ajoutent les unes aux autres. Je n'avancerai pas trop parce que je n'ai pas encore lu le contenu de BIM.lu. Je vais éviter de trop m'avancer là-dessus. Comment pas donner une vraie réponse? C'est effectivement la question est difficile, quand cette question est difficile à répondre. À ma droite, encore une main. Oui, j'avais une petite question, mais en fait, si j'ai bien compris votre exposé, en fait, la norme IFC qui existe aujourd'hui et qui est censée faire dialoguer tout type de logiciel qui fait de la 3D et du BIM en IFC par le biais de la norme IFC, en fait, le problème, il ne se situe pas-t-il en amont au niveau des éditeurs de logiciels, puisqu'en fonction du logiciel qu'on utilise, on a des méthodes de travail différentes. Par exemple, quelqu'un qui travaille sur Revit, méthode de travail, qui est entre deux personnes qui utilisent Revit, on peut avoir aussi deux méthodes de travail, ou plusieurs. Quand on utilise par exemple un logiciel comme Allplan, on a encore une autre nouvelle méthode de travail. Est-ce que là, il n'y a pas, avant de commencer à normaliser et à qualifier les gens qui vont utiliser ces outils-là, avoir une certaine homogénéisation, je dirais, des méthodes de travail en amont sur les logiciels qui produisent de la 3D? Alors, en fait, ces logiciels-là, ils ont tous leur propre structuration, leur propre manière de produire de la 3D et d'organiser la donnée, même si les logiques sont semblables. C'est-à-dire qu'on va passer une porte, que ce soit dans le plan, dans Archicad, dans Revit. Par contre, cette porte-là, elle ne sera pas structurée en termes de données et en termes même de langage, elle ne sera pas la même chose, ce sera des langages propriétaires. Et ça, c'est ce qui fait la propriété, ce qui fait la richesse, la valeur intellectuelle pour ces éditeurs-là, c'est aussi leur expérience et sur leur structuration de leur logiciel. Donc c'est imposer une structuration qui serait celle de l'IFC, parce que c'est une autre structuration de données, une autre structuration de la 3D, c'est assez complexe. Par contre, on peut espérer que les méthodes de traduction vers l'IFC et d'intégration de l'IFC, elles progressent. Aujourd'hui, alors je ne dis absolument pas que les secteurs ne font pas travailler parce qu'ils ont vraiment progressé et progressé énormément sur les dernières versions depuis 5 ans. Depuis 5 ans, et aujourd'hui on échange en IFC, on arrive à récupérer des choses. Souvent, le discours qu'on va entendre, c'est on récupère quasiment rien avec l'IFC, souvent c'est simplement du paramétrage. On exporte par défaut, et en fait, oui, par défaut, il n'y a pas grand-chose qui se passe comme on voudrait. Mais c'est pas si évident. Aujourd'hui, on commence à avoir l'aide disponible pour tous les logiciels pour exporter, mais il y a encore 1 an et demi, 2 ans, l'aide pour exporter depuis Archicad, depuis Archicad c'est un peu faux, mais depuis Vectorworks ou Revit même, était pas facile à trouver en fait. Et donc, quand je parlais de monter en compétences, c'est aussi pour les gens qui utilisent ces logiciels-là, s'approprier cette partie-là de leur logiciel, qui n'est pas forcément si complexe que ça, mais dans laquelle il faut passer un peu de temps au début. Donc en fait, il y a une double montée en compétences. Il y a déjà les éditeurs de logiciels qui doivent faire des efforts pour effectivement arriver à transformer les choses en IFC qui soit un passage en IFC qui soit plus simple. On est bien d'accord. Et puis après, les acteurs, les utilisateurs qui doivent aussi suivre le rythme et monter en compétences. C'est bien ce que j'ai compris. Oui. D'accord. Merci. Merci. D'autres questions? Oui. Bonjour, Aurore Sionneau,
Réseau, entreprise d'enveloppe du bâtiment, tout coordinateur performance énergétique. Donc les 3 projets qui ont été présentés par vous-même ou l'intervenant précédent étaient orientés construction. Est-ce que vous pourriez nous faire un retour d'expérience sur la phase réhabilitation? Alors, je peux vous en parler. On a, en fait, historiquement, le premier projet de Tipeee sur la question des BIM, c'est un petit projet de réhabilitation de logements à La Rochelle, qui était un projet de l'OPH, l'Office public HLM de La Rochelle. Sur les projets de réhabilitation, en fait, il va se poser des questions de comment récupérer la donnée fiable. Là, en l'occurrence, il y avait eu une campagne de relevé 3D, de relevé laser en fait, des façades et des intérieurs. Et ce dont on s'est rendu compte, alors je vous parle de ça, je n'étais pas encore chez Tipeee, mais ce qui ressort de ça, c'est que les relevés étaient très intéressants pour les extérieurs, étaient beaucoup moins pertinents en réhabilitation sur les intérieurs, puisque on était en site occupé et les relevés étaient assez vite inexploitables en raison des objets qui gênaient ça. Sur la réhabilitation, nous, on participe donc, à des projets justement de Siono à Reims, où là, en fait, c'est vraiment une volonté de la maîtrise d'ouvrage. Mais là, la facilité sur ce projet-là, c'était que la maîtrise d'ouvrage, sur le projet que vous avez à Reims, la facilité, c'était que la maîtrise d'ouvrage avait déjà, elle, fait la modélisation de son modèle, et que le travail demandé à l'entreprise, c'était la mise à jour de ce modèle-là. Et elle, ce modèle-là, elle l'utilise en train d'exploitation en maintenance. Donc là, on avait plus de facilité. Donc ça a autant d'intérêt en réhabilitation, la difficulté est plus importante, c'est l'acquisition de la donnée, et d'une donnée juste. C'est ça qui est plus complexe. On peut, sur les projets où on est en réhabilitation, on ne peut pas avoir les mêmes exigences en termes de connaissance du projet, en termes de connaissance notamment de tous les réseaux que sur une construction neuve, et donc on va forcément moins loin en termes de définition de la maquette. De d'équipement.